bien sûr, ça c'est une deuxième étape. Voilà, c'est une autre étape. Donc c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue et puis dire que voilà, vous êtes chez vous, comme a dit mon frère. Donc vous êtes chez vous, faites comme chez vous. Voilà, Congo Télécom est là pour vous et elle est là pour nous tous. Merci beaucoup. Juste un petit geste. Hein. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Photo. Ok, merci. Photo, watangazaji mjibu marafaa wahili kwa mpira huu nani ndio la kumshirika kwa maneno na directeur national de jeunesse en partenariat historique pour les Selaka. Donc nitoanze communiqué de préciser ili iruhusu watangazaji wajikalia masuala ya kihama zinazotokana za Zanzibar ili wanatsibuka wako waziona muda mwingi wakana mdoka kujia tujana ya wako na calendrier chargé hapo wakana mdoka tsahana ya Roma siwani kwa bodo handa wakana masuala ya sido ujirete hapo kwa direct des objectifs. Donc coach là j'ai fait une petite introduction donc pour peut-être bien un peu aux amis journalistes que la conférence de presse va se faire uniquement sur le point souligné sur le communiqué de presse. Mais avant de commencer, le coach va parler du préparateur physique à son nom, alias son nom, toujours au sein de l'équipation. Donc, la conférence de presse, normalement, elle va excéder 40 minutes, parce que le coach il a un programme chargé aujourd'hui, et dans les jours à venir, parce qu'il doit voyager dans les îles. Donc, on vous prie, chers amis journalistes, d'être concis, précis, mais bref aussi sur les questions. Il ne faut pas aller sur les questions communiquées, mais rester sur le principe et sur le communiqué de presse. Donc, on va aller à 5 journalistes d'abord, poser des questions, et puis après on va. Soit 17. Avant tout, coach, je vous félicite tous pour cette belle réussite. Comme vous l'avez dit, le 2 octobre 2023, votre objectif c'est la CAN, là vous y êtes. Pour vous, un homme comme vous, qui vient de découvrir un pays comme le nôtre, avec beaucoup de difficultés au début, ça on peut le mentionner quand même. Vous avez eu un gros morceau de travail à faire avant de réunir vos gars. Et aujourd'hui, comment un homme comme vous peut se sentir après ce début difficile, après des paris, après des réussites, pour ramener cette équipe pour la deuxième fois à la CAN? Bonjour à tous déjà. Les difficultés, il y en a toujours. Hein, qui entraînent les Comores, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, il y a toujours des difficultés. Ça fait partie du travail. Maintenant, c'est vrai qu'on s'était fixé comme objectif d'aller à la CAN parce qu'on partait quand même avec une base. Il y avait quand même des joueurs de qualité qui avaient déjà fait une CAN au Cameroun. Et j'avais la sensation que tous les acteurs étaient prêts pour s'investir dans le projet. C'est-à-dire que j'avais la sensation que l'État avait vraiment envie de faire quelque chose pour la population, que la fédération était vraiment mobilisée. Et sincèrement, j'ai eu la chance de trouver un staff extraordinaire, un staff vraiment professionnel qui a fait un travail remarquable et un groupe de joueurs fantastiques. Ce qui fait que tous ces éléments mis ensemble, parce qu'en fait, la réussite d'un projet, c'est pas la vision d'un seul homme, c'est l'ensemble de travail qui est fait. Et donc je pense que quand on additionne
chacun a rempli sa mission et donc on est content et satisfait. Félicitations pour une fois pour votre qualification pour le prochain CAN. Coach, le coup d'envoi de la CAN pour la ville tanzanie. Quelle étape avez été précédée et comment est-ce que vous avez préparé cette équipe? Et disons qu'on a la chance d'être engagé dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc ça nous permettra d'un côté de jouer nos chances à fond pour la Coupe du Monde et en même temps de faire des matchs de haut niveau qui nous permettent de continuer notre progression. Parce qu'en fait, c'est vrai que le grand public s'arrête juste à la qualification. Mais dans mon esprit, dans l'état d'esprit du staff, en fait, c'est une continue amélioration de l'équipe. On essaye de la renforcer, on essaye d'avoir plus de cohésion, d'être plus compétitif. Donc moi, je ne me pose pas la question dans un an, je me pose la question au mois de mars d'être prêt pour les matchs à Coupe du Monde. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être à la CAN et Inch'Allah d'être prêt pour faire une belle CAN. Est-ce que je vais poser des questions? Bonjour monsieur le coach. Bonjour. D'abord félicitations pour Samedi Benavet. Ma question sera sur la qualification, bien sûr, vous êtes déjà qualifié, mais pas seulement la qualification qui est acquise, mais avec 12 points, c'est la première fois. Pouvez-vous nous parler comment avez-vous organisé cette équipe pour affronter des équipes comme la Tunisie jusqu'à gagner ces matchs, tous ces matchs à l'extérieur? Est-ce que le fait de jouer ces matchs à l'extérieur a vous donné le courage d'aller au possible? Moi, je crois que dans le sport, tout est possible. Dans le sport, tout est possible, à condition qu'on travaille avec humilité et en même temps qu'on ne se fixe pas de limite. On a la chance d'avoir un groupe de joueurs extraordinaires avec une mentalité fantastique et c'est eux qui font les résultats. Nous, on est seulement là, le coach, c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas le coach qui fait les passes décisives, c'est les joueurs. Donc, c'est grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travail de tout le monde. Chacun s'est investi beaucoup dans cette mission. Et par exemple, dans certains matchs, même quand on préparait les stages au niveau de l'État, au niveau de la fédération, vraiment, ils ont mis tous les moyens. Ils nous ont accompagnés pour qu'on puisse préparer les matchs dans les meilleures conditions. À partir de là, nous, en tant que staff, on a essayé de préparer les matchs en disant on ne se fixe pas de limite. C'est pas les supporters qui marquent les buts. Donc, même si on est en Tunisie, pour nous, on est 11 contre 11. Et je pense qu'on a bien préparé les matchs, mais c'est surtout les joueurs qui ont été extraordinaires. Et moi, je me souviens, après 5 minutes de jeu contre la Tunisie, le premier match, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une énergie sur le terrain qui était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est grâce à eux qu'on a remporté le match. Suleiman Ziko. Bonjour tout le monde. Félicitations comme tout le monde le dit. Maintenant, la CAN est déjà finie pour les qualifications. Il y a aussi la Coupe du Monde. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà l'effectif, l'équipe par rapport aux autres compétitions, ou bien vous avez encore l'ambition de rechercher encore d'autres combattants? Combattant. Non, combattant, c'est un terme intéressant. Non, la différence quand on entraîne une équipe nationale par rapport à un club, c'est que le club, on vous dit voilà, ça c'est les joueurs, et il faut faire avec pendant au moins 6 mois. L'équipe nationale, fondamentalement, à chaque rassemblement, on a la possibilité. L'objectif, c'est du moyen long terme. Hein. On est là, c'est vrai qu'on s'est qualifié à la CAN, mais c'est vrai aussi que fondamentalement, ma mission, c'est celle de reconstruire une équipe compétitive. Et on est entraîné dans cette dynamique-là, donc oui, on essaiera toujours de la renforcer. Coach, j'avais un mot. Pour vous, je pense que c'est un cas exceptionnel puisque le pays vous a adopté dès le coup d'envoi avec les éliminatoires de la Coupe du Monde et vous ont servi d'un échantillon quelque sorte pour préparer les matchs. Est-ce que pour vous, vous sentez que par rapport à cette confiance-là installée, c'est ce qui vous pousse à aller vers l'avant, malgré bien sûr, il y a à côté les moyens du gouvernement et de la Fédé. Est-ce que c'est cette confiance-là qui vous pousse à aller Non, quand j'ai accepté ma mission, déjà quand on m'a proposé d'entraîner l'équipe, j'avais le souvenir d'une équipe que j'avais vue à la CAN qui avait un très bel état d'esprit. Bon, après, il y a toujours une part d'inconnu quand on commence une mission, mais sincèrement, j'étais dans l'avion quand je suis venu la première fois et j'ai eu tout de suite la sensation qu'il y avait envie de faire du football, qu'il y avait envie de quelque chose d'important
J'ai toujours vu de la gentillesse de la part de tout le monde, des gens, des supporters, même la presse, même vous êtes toujours posé des questions avec respect, le préparateur des gardiens qui est là, qui regarde les vidéos. On prépare les 15 jours, 3 semaines avant le match contre la Gambie. On a fait avoir à nos gardiens les meilleures actions, Barro et tous ces joueurs-là, comment ils tirent, de quelle position. Il y a un travail derrière. Donc si vous voulez, à partir du moment où moi je suis un enthousiaste, j'aime mon... Puisque votre contrat va arriver à terme le 2 octobre prochain, 2025 plutôt, est-ce que vous allez parler de ce contrat durant votre visite? Moi, vous voulez aller vous faire le coach pour le... Non, bien sûr, c'est normal. Bon, on avait fait un contrat de 2 ans. Et à l'époque, quand on a signé le contrat, c'est vrai que la CAN devait se dérouler au mois de juin. Elle a été déplacée, donc tout naturellement, le contrat sera prolongé de quelques mois afin de pouvoir couvrir la CAN et aussi d'aller progressivement vers nos échéances. Juste une petite question par rapport à l'accueil d'hier. Comment vous étiez senti? Parce que ce n'est pas la première fois, mais hier ça a été un autre mouvement. Écoutez, moi j'étais vraiment très surpris. Pour mon type de personnalité, je suis toujours un petit peu embarrassé, quoi. Moi je suis à l'aise sur le terrain, durant les entraînements, les matchs, tout ça. La foule, les mouvements d'affection, ça fait plaisir, mais bon, je suis toujours un peu timide, on va dire. Mais non, c'est extraordinaire, c'est très gentil. D'habitude, on fait ça quand on gagne une CAN. Et donc là, c'est pour une qualification, ça fait plaisir. Je pense que les gens ont manifesté en fait leur attachement envers l'équipe. Et en fait, c'est nous qui sommes là pour représenter les joueurs. S'il y avait eu les joueurs, eux, ils auraient été heureux d'être là parce qu'ils en rêvaient de rencontrer le public. Mais c'est vrai que on peut dire que l'équipe nationale et les supporters, c'est qu'un seul homme. Parce que je vois dans la rue, dans la vie de tous les jours, le football, c'est trop important pour ce beau pays. Coach, votre qualification a été déclarée sinon définie comme une mission exceptionnelle vu le gap de 10 points que vous avez dépassé, la première position que vous avez occupée, et toutes vos rencontres que vous avez remportées, tout à l'extérieur. Mais là, au-delà de ça, il y a des leçons à tirer par rapport à comment vous avez organisé cette campagne. Quelles sont exactement les leçons que vous avez tirées de cette campagne qui va vous amener ou vous conduire à vous améliorer pour le mois prochain? Disons que quand il y a eu le tirage au sort, on était tous d'accord pour dire que c'était un groupe difficile, parce qu'il y avait quand même la Tunisie qui avait battu la France à la Coupe du Monde au Qatar, et Madagascar qu'on n'avait jamais battu d'ailleurs, et qui était nettement en avance sur le classement FIFA. Il y avait la Gambie qui malheureusement était dans le pot 4, mais la Gambie c'est une équipe que je connaissais bien, je l'avais déjà affrontée plusieurs fois avec le Sud-Soudan, et c'est une équipe vraiment expérimentée qui avait fait 2 CAN, un quart de finale au Cameroun, donc c'était vraiment des adversaires forts. C'était difficile de prévoir que les Comores soient arrivés premiers, sincèrement. Je pense que personne n'aurait pu imaginer un scénario comme ça. Et en fait, j'avais bien compris que si on voulait jouer une qualification, c'était surtout contre la Gambie et Madagascar. Il ne fallait pas perdre. Les 2 premiers matchs, nous, ce qu'on a cherché à gagner, oui, mais aussi surtout à ne pas perdre. Et après, bon, on a eu cette double confrontation contre la Tunisie. Et là, nos autres 2 adversaires avaient perdu. Donc nous, on avait l'occasion, en faisant des points, de prendre un avantage sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous a permis après de rentrer dans le scénario du match qu'on a joué contre la Gambie, où fondamentalement, eux, ils étaient obligés de gagner le match, alors que nous, fondamentalement, on aurait pu même aller sur un match nul, en sachant qu'il y aurait eu des espaces pour gagner le match. C'est pour ça que j'ai fait certains choix assez forts, c'est-à-dire au niveau tactique, pour nous permettre, dans le deuxième mi-temps, d'avoir les bonnes occasions. Et ça s'est bien passé, Inch'Allah. Et après, bon, le dernier match, c'était un match de gala. Mais tout le monde tenait à ce match-là. Donc les qualifications, en fait, elles nous ont permis de prendre confiance en nous, de comprendre qu'on peut, avec humilité et travail, on peut battre n'importe qui. Ça, c'est une certitude après ces qualifications-là. Parce que jouer à l'extérieur, c'est très difficile, sans l'appui du public. Bien souvent, on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, on s'entraîne sur des terrains qu'on ne connaît pas. Et il y a toute une logistique, heureusement d'ailleurs, que le staff
que le staff a très bien travaillé, parce qu'il y a des gens derrière qui travaillent, comme Momo qui fait un travail extraordinaire, comme Adram, ce sont des gens qui, parce que le grand public ne le sait pas, mais derrière l'équipe nationale, il y a tout un staff qui se déplace, qui arrive là-bas des jours avant, qui prépare les hôtels, qui prépare les terrains d'entraînement. Il y a un gros travail qui se fait afin que les joueurs ne manquent de rien pour faire la prestation. Et donc, dans ce cadre-là, on ressort les qualifications. C'est vrai qu'on est premier, c'est vrai qu'on a la meilleure défense aussi. On n'a pris que 2 buts sur action. Les 2 autres, c'est sur des arrêtés. Donc, la certitude, c'est qu'on est compétitif, mais attention, il faut quand même rester vigilant. On est dans un projet de construction. Donc c'est comme un enfant, il peut marcher, il peut tomber aussi. Donc il faut être prudent, il faut du travail, il faut qu'on continue à nous améliorer et travailler dans cette direction. C'est ça. La fédération vous a donné une mission précise, comme le fait de construire une équipe, parce qu'on est quand même parti d'une non-qualification à la précédente CAN. Actuellement, vous comptabilisez 13 matchs avec seulement une seule défaite. Avec 20 buts marqués et 9 buts encaissés, peut-on dire que ce bilan parle d'une réussite par rapport à votre mission? Écoutez, ça c'est à vous de juger. Moi je ne me pose pas la question des chiffres. Moi je regarde comment essayer d'améliorer l'équipe, déjà, d'améliorer les joueurs qu'on a. Et puis c'est ça, bon, la vie d'une sélection, c'est un état d'esprit. Donc si l'état d'esprit dans l'équipe il est positif, parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une fédération qui nous fait bien travailler. Dans d'autres fédérations, par exemple, il y a des présidents qui veulent imposer des joueurs, il y a des membres du comité qui veulent imposer des joueurs, il y a l'État, tout ça. Ça, au Comores, c'est pas comme ça. Ici, c'est l'entraîneur qui décide, et c'est pour ça que ça marche. Chacun fait sa mission, et ils nous font travailler dans des meilleures conditions. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours améliorer l'équipe, de garder un bon état d'esprit, et de nous améliorer constamment, ce qui fait que si on va dans la bonne direction, automatiquement aussi les chiffres seront aussi de notre côté. Supporter, mais vu que vous êtes là, vous avez vous personnellement la chance de la reprendre. Vous êtes à l'origine du limogeage de 2 coachs. Celui de l'Escar et l'autre de ça vous fait quoi personnellement le fait que vous soyez à la source parce que ça fait partie quand même de votre réussite? C'est toujours dommage. Quand un collègue perd son travail, c'est toujours dommage. Parce que moi, je me mets à la place de l'autre qui perd son travail. Bon, c'est vrai que Bobo, c'est lui qui a donné une démission. C'était pas après notre match non plus, donc je ne sais pas. Excusez-moi, il avait beaucoup parlé pendant Bon, moi, sincèrement, après le match qu'on a joué, on avait fait un but partout au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de le connaître dans l'avion, puisqu'on était conviés en Côte d'Ivoire à un meeting pour les coachs, et on était côte à côte. Donc on s'est fréquenté après le match, on ne se connaissait pas, on se connaissait juste comme ça. Et moi j'ai découvert quelqu'un de gentil, quelqu'un de sympa, quelqu'un de passionné, on a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble, on s'est connus, et on est allé au-delà du sport, parce que durant les 90 minutes, c'est normal qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié, on est là pour faire gagner notre propre équipe. Mais après, bon, quand le match termine, c'est autre chose. Donc, pour Bobo, je ne me sens pas concerné. En ce qui concerne Benzarti, bon, moi je le connaissais déjà depuis, parce que j'avais entraîné en Libye, on se connaissait. Et c'est normal que, bon, lui, vu le statut de la Tunisie, 36e mondial, il joue contre nous, pratiquement 2 matchs à domicile. C'est normal qu'eux, ils pensaient faire 6 points, parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Maintenant, c'est normal, tu perds à domicile. Après 14 ans, tu n'as pas perdu un match. Et tu n'arrives pas à gagner le deuxième match, bon, la fédération a dû trancher, et ça je suis désolé, bon, c'est le problème à eux, hein, je ne peux pas rentrer dans les questions de la fédération tunisienne. Ma dernière question, vous avez promis dans votre engagement ici au Comores que vous allez lever le football local. D'ailleurs, votre contribution, peut-être, on l'a déjà vu en Afrique du Sud, lors du Burkina Faso, que l'équipe est allée même en demi-finale. Qu'est-ce que vous allez faire durant cette période que vous allez être chômage est synonyme de la félicité? Et bon, c'est vrai, bon, moi quand j'avais établi mon programme, c'est vrai aussi qu'on avait des matchs, on savait qu'on avait des matchs au mois de juin, en septembre, octobre, novembre, donc il fallait absolument que moi et le staff, on se dédie beaucoup à l'équipe nationale, parce qu'avant de faire venir un joueur, par exemple, il faut le suivre, il faut aller le rencontrer. On est parti avec Mo, par exemple, au Portugal, on est parti à Paris,
rencontré après des joueurs qui sont venus, il y en a d'autres qui viendront. Mais il faut du temps aussi, c'est un travail aussi ça. C'est un travail qui est important, comme les entraînements, même plus. Parce que les joueurs, si vous voulez, ils sont comoriens, ils sont, on va dire, franco-comoriens, mais il faut aussi leur expliquer le projet, il faut leur expliquer le contexte, il faut leur expliquer ce qu'on attend d'eux et ce qui va se passer. Ça, c'est important. Et c'est pas au téléphone que ça se passe. Donc, moi, quand j'ai commencé ma mission, j'ai toujours essayé un peu d'équilibrer entre l'équipe première et être présent ici sur place pour aller suivre les championnats locaux. Donc c'est pour ça que j'avais promis, enfin dans mon programme en fait, c'était qu'après les 3 matchs, après les 3 dates FIFA, on serait venu ici avec John Luca, qui est le préparateur athlétique, pour faire le tour des îles, pour rencontrer les gens, faire des stages pour les entraîneurs. Enfin, on est là pour travailler, hein, c'est pas qu'on est venu prendre des applaudissements. Par rapport aux matchs que vous avez gagnés, les matchs nuls, je voulais savoir quels sont vraiment les matchs que vous avez sentis, que vous étiez heureux au niveau de la victoire. Quels sont vraiment les Alors, ça c'est une question intéressante. Je pense que les 2 premiers matchs, déjà, l'équipe elle a montré qu'elle était solide. Parce que contre la Gambie, on a fait un but partout, et la Gambie c'est une bonne équipe. Contre Madagascar, on était revenu au score, et là on avait démontré aussi qu'on était dedans. Donc là, j'avais déjà compris que l'équipe elle était en bonne voie. Il y a 2 matchs, je pense, qui ont fait vraiment une grosse différence. C'est le premier match contre la Tunisie, parce que c'est pas facile d'aller à Radès et de battre la Tunisie chez elle. D'ailleurs, ça faisait depuis de nombreuses années que personne n'avait réussi à le faire. Et là, ce jour-là, je pense que l'équipe a franchi un cap. Et la maturité avec laquelle l'équipe a géré le match contre la Gambie, parce que attention, c'était pas facile. Hein. Si la Gambie te marque un but, il passe devant au classement, tout se complique. Mais l'équipe, elle a démontré d'avoir une solidité mentale, malgré qu'on a encaissé le premier but, on ne s'est pas affolé. On est resté dans le match, on savait que tôt ou tard, on allait égaliser, et pourquoi pas, Inch'Allah, gagner le match. Donc je pense que ces 2 matchs-là, ils ont changé notre destin. Après, bon, le dernier match, c'est un match de gala aussi, et ça confirme encore plus la volonté des joueurs, parce qu'ils étaient contents avant tout, pas tellement pour eux, c'était surtout pour le public. Parce que les joueurs, il faut savoir, ils suivent beaucoup le public. Hein, ils échangent toutes les scènes qu'on a vues de Liesse sur les places, là, ils s'échangent ça et ils sont stupéfaits, ils aimeraient être là. Parce que les joueurs, ils vivent pour le pays, pour leur famille. Parce que derrière un joueur, il y a une famille aussi. Et donc, c'est les familles qui sont fières, orgueilleuses d'eux. Donc, dans ce cadre-là, je pense que ça a été en fait un crescendo dans tous les matchs qu'on a fait. Mais si je dois choisir 2 matchs, je veux dire le premier contre la Tunisie et celui contre la Gambie ont été vraiment décisifs. Moi, je pense qu'il y a une question. Coach, certes, on s'est qualifié, c'est pour toute une fierté nationale, une fierté pour le Ghana parce que vous avez réussi cette mission, mais au-delà de ça, on est endeuillé parce qu'on a perdu un de nôtres, le jeune supporter qui a fait la mise en qualification. Avez-vous un mot à l'endroit de ce coach, du public, des supporters par rapport à ce gars? Déjà, il faut savoir que ce soir, je me rentre déjà chez la famille pour présenter les condoléances. Je vais y aller personnellement. Et donc, j'ai eu à le dire aux joueurs. Je l'ai dit aux joueurs, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il avait trop d'amour pour vous. Il ne faut pas se tromper, les gars. Ça, je l'ai dit aux joueurs. Et les joueurs, ils ont bien compris, parce que ce sont des gars intelligents avant tout, et ce sont surtout nos joueurs à nous. On a de la chance, ce sont des belles personnes. Ce sont des gens qui sont très sensibles. Donc, j'ai déjà exprimé les condoléances au nom de l'équipe. Mais je vais le faire personnellement aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du staff et de la fédération. Merci. Je pense que s'il n'y a plus de questions, On peut faire 5-6 minutes sur les questions. N'hésitez pas à... sinon, si le coach a quelque chose à rajouter. Vas-y. Le quotidien Alfadi. Alfadji. En fait, ma question, j'aimerais demander, depuis que le coach Amir Abdullah a quitté ses fonctions au Comores, on n'a jamais eu de réaction publique de sa part à l'endroit de l'équipe nationale. Du coup, ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'après cette qualification, il a essayé de vous remercier, de vous contacter ou bien de vous donner ses félicitations? J'ai pas compris.
Qui Amiral. Non, j'ai pas eu l'occasion d'avoir. Bon, on s'est connus en Côte d'Ivoire, mais bon, je pense qu'il ne devrait pas manquer. Certainement, il n'y a pas de problème. C'est un Comorien aussi, quoi, 30 ans plus que nous. Moi, pour le supporter, parce que souvent, on a tendance à vous poser cette question. Aujourd'hui, je m'adonne comme la toute dernière. Et moi, pour le supporter, parce que moi, j'étais avec eux, comme vous l'avez dit, moi, j'étais avec eux sur les rues, là, vous interviewer, lorsque vous gagnez les matchs, lorsque vous êtes dominé, et tout c'était sur les moments de bonheur, j'étais avec eux. Je pense qu'ils méritent vos appréciations. Non, les supporters, ils sont extraordinaires, il n'y a rien à dire. Les supporters, ils aiment leur équipe, ils sont amoureux de leur équipe. C'est pour ça que j'espère vraiment de tout cœur qu'au mois de mars, on va pouvoir jouer à domicile, parce que c'est des matchs importants, des matchs qui peuvent déterminer aussi un autre destin pour tout le monde. Et c'est sûr que quand on joue à domicile, nos joueurs, ils le disent. Ils rêvent de jouer à domicile parce qu'ils se transcendent. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec Saïd Bakary, par exemple. Il me disait, coach, moi, quand je joue à domicile, je ne sens même pas la fatigue. Quoi. Je vole sur le terrain. Donc, les supporters, ils sont extraordinaires. Et ça aussi, j'ai compris depuis le premier match. Parce qu'en fait, ils ne me connaissaient pas, les supporters. On joue contre la Centrafrique, le tout premier match. Enfin, c'était en fait le deuxième, mais le premier à domicile. Et on prend un but contre notre camp après même pas 10 minutes de jeu. Donc il y aurait pu y avoir, de la part du public, une réaction, je veux dire, négative. Parce que bon, on est à domicile, les gens viennent par curiosité, il y a quelques nouveaux joueurs. Mais j'ai senti tout de suite qu'en fait, le public, non, il comprenait que c'était un but contre le cours du jeu. Ils ont dit, c'était comme si, bon, vous inquiétez pas les gars, on va continuer à vous supporter. Et ça s'est bien passé, on a égalisé. Et en deuxième mi-temps, on a mis 2-1, 3-1, 4-1. Donc le public, il faut seulement qu'on le remercie. Et au nom de tous les joueurs, vraiment, un grand merci. Monsieur le coach, souvent s'il y a une qualification, s'il y a une réussite, on oublie les défaillances. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, particulièrement pour... De toute façon, il faut toujours améliorer. Hein. Il y a un joueur de tennis en Europe qui est italien, qui s'appelle Signe, qui est en train de gagner tous les matchs. Et lui, il dit, quand je perds un match, le jour d'après, je m'entraîne. Quand je gagne un match, le jour d'après, je m'entraîne le double. Donc nous, c'est un travail aussi. Quand on construit l'équipe, on construit aussi notre travail. Donc il faut améliorer les conditions d'entraînement, il faut améliorer les conditions de travail, il faut améliorer l'équipe. C'est un travail continu, ça ne s'arrête jamais et ça fait la différence entre... parce que nous, se qualifier pour la CAN, c'est bien, on est content. Mais il faut aller au-delà. Je pense qu'il faut franchir un palier. Il faut commencer à avoir des ambitions. Il faut commencer avec humilité, pardon, attention, avec humilité, mais il faut avoir de l'ambition. Il faut penser qu'on a une belle équipe, qu'on peut aller de l'avant. Donc, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Et c'est un travail, il faut être exigeant envers nous-mêmes. Bon, je pense que s'il n'y a plus de questions, je sais qu'il n'y en a plus. On arrive à la fin de la conférence de presse qui a été animée par le sélectionneur national Jean-Luc. À son côté, Gianluca Sorini, c'est le grand timide, mais c'est celui qui fait que les joueurs jouent bien parce que c'est le préparateur physique. Et à droite du sélectionneur, il y a le coordonnateur de l'équipe nationale, Mohamed Ali, il est comorien, alias Bobo. Donc, on vous remercie, les chers journalistes, d'avoir pris part à cette conférence de presse. Et on espère se revoir pour la qualification pour la dimanche et une petite demi-finale pour la finale. Ma journaliste kureawo inaziadia mizani ikao kama yoazi amesema jao Journaliste